Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui fait suite à la vidéo précédente relative au cours sur les compléments de mathématiques. Alors aujourd'hui, on va introduire la notion de référentiel et particulièrement la notion de référentiel galiléen. Alors, on va parler dans cette vidéo des principaux référentiels tels que les référentiels terrestres, les référentiels géocentriques, les référentiels héliocentriques et les référentiels galiléens. Alors, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire parvenir de vos questions et vos remarques, mais aussi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous faire plaisir par la mise de like, par vos abonnements et vos partages. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle la relativité du mouvement. Et dans ce cas-là, on va prendre un exemple dans lequel on se trouve dans un train à l'arrêt avec un autre train à côté qui part dans le sens contraire du nôtre. Voilà, on est dans une gare, donc notre train il est à l'arrêt, voilà le sens du mouvement, mais pour le moment il est à l'arrêt. Le deuxième, voilà le sens de son déplacement. Alors si on regarde le train et uniquement le second train, voilà le second train qui part, et pas autre chose, alors qu'il part, on est incapable de savoir si c'est notre train qui part ou si c'est le train d'à côté. On est là, on regarde ce train, mais on ne regarde rien du tout autre que le train. Voilà, par exemple, il est là, on ne regarde que le train, pas autre chose. Et s'il est en mouvement, eh bien, on est incapable de dire, et comme, vous savez, les trains, quand ils se déplacent, surtout au début, c'est silencieux, leur déplacement est silencieux. Donc on ne saura pas, on est incapable de dire lequel des trains, est-ce que c'est le nôtre ou l'autre qui est en mouvement. Alors, pour le savoir, donc, nous devons prendre un autre référentiel autre que celui du train et regarder par exemple la nature. Voilà, par exemple, on est dans notre train là et le deuxième, il est là. Si on regarde que le train, eh bien là, on est incapable de dire si c'est lui qui bouge ou si c'est le nôtre. Par contre, si on regarde la nature, tout ce qui est autour, et quand on dit la nature, par exemple, ici, c'est le quai. Donc, si on regarde et le train et le quai, eh bien, si le quai ne défile pas, si la nature ne défile pas devant nos yeux, c'est que c'est le second train qui part et nous sommes à l'arrêt. Il est donc toujours important de spécifier le référentiel utilisé lorsqu'on parle des mouvements. Parce que là, c'est relatif. Il est en mouvement par rapport à quelque chose. Il est immobile par rapport à quelque chose, etc. Donc, pour faire, on décrit un mouvement relatif par rapport à un solide pris comme référence. Un solide, bien sûr, qui est indéformable pour pouvoir le considérer comme étant une référence. Eh bien, ce solide est alors appelé un référentiel. Alors, comme disait Einstein, les notions de vitesse ou d'immobilité ne signifient rien si elles ne sont pas situées dans leur environnement. C'est-à-dire que quand vous parlez de vitesse ou d'immobilité ou de mouvement, il faut préciser l'environnement. Il faut préciser par rapport à quoi. C'est-à-dire, il faut préciser le référentiel qui nous fait dire qu'ils sont mobiles ou en mouvement. Alors, on va prendre un exemple simple. Voilà, vous avez un train. Vous avez une personne assise dans le train là. OK. Donc, on est OK. Quand on dit le train est immobile, si on est là et on dit que le train est immobile, il faut préciser par rapport à quel objet. Par rapport à quoi le train est immobile. Le train ne peut être immobile qu'en comparaison avec le sol terrestre. Donc si on prend le sol, ou bien une partie là comme étant référence, donc si le train bouge, ça veut dire c'est relativement à un repère ou bien une référence du sol, une référence terrestre. Car par rapport à notre soleil, il est en mouvement. Si le train bouge, ou bien s'il est immobile, c'est par rapport à un repère qu'on s'est fixé là. Mais en réalité, par rapport à ce repère, mais par rapport au soleil, voilà, on est là, par rapport au soleil, il est en mouvement, parce que la Terre, il tourne. Donc ce train, par rapport à ce référentiel terrestre-là, il est immobile. Mais si on prend le référentiel, le soleil, eh bien, il est en mouvement. Donc vous voyez l'importance de définir le référentiel par rapport auquel on
prétend que le train est immobile ou bien il est en mouvement. Si le train est en marche, le passager, donc supposons maintenant que le train marche, le passager est immobile par rapport au train. Voilà, le train se déplace, le passager se déplace avec le train. Il n'y a pas de distance qui augmente entre le passager et le train. Il est toujours la même par rapport à un point du train. Donc ça veut dire que le passager est immobile par rapport au train. Mais si on revient comme tout à l'heure, mais par rapport à la Terre, il est en mouvement. Et par rapport au Soleil, il est en mouvement. Donc vous voyez la notion de définir une référence pour parler de mouvement ou d'immobilité. Alors maintenant, pour la suite, on va introduire la notion de ce qu'on appelle de système isolé et système pseudo-isolé. Alors c'est quoi un système isolé? Un système est mécaniquement isolé, au sens de la mécanique, est mécaniquement isolé s'il n'est soumis à aucune force. En pratique, ce système n'existe pas car il y a toujours le poids et le frottement sur ce système-là. Voilà par exemple là. Si ce système-là est mécaniquement isolé, s'il ne subit aucune force, c'est-à-dire toutes les forces qui peuvent s'appliquer sur lui sont nulles. Donc, d'un point de vue mécanique, ce système est isolé. Maintenant, c'est quoi un système pseudo-isolé? Eh bien, un système est pseudo-isolé si les effets des forces extérieures auxquelles il est soumis se compensent. Ça veut dire, voilà un autre exemple là. Donc nous avons notre solide, il est là, il est posé sur une table. Eh bien, quelles sont les forces qui interviennent dans cette situation-là? Donc vous avez le poids et la réaction de la table. Et comme la somme du poids du vecteur poids et vecteur réaction R est égale à 0, ça veut dire la somme des forces extérieures qui agissent sur le solide sont égales à 0. Dans ce cas-là, on dit on a un système pseudo-isolé. Alors maintenant, on va introduire le principe d'inertie, c'est-à-dire la première loi de Newton. Alors, que dit cette loi? Tout corps conserve son état de repos, c'est-à-dire V égale à 0, ou de mouvement rectiligne uniforme en l'absence de force extérieure agissant sur lui. C'est-à-dire, lorsque vous avez un corps où la somme des forces extérieures est égale à 0, et bien soit il est au repos, dans ce cas-là la vitesse est nulle, soit il est en mouvement, dans ce cas-là son mouvement est rectiligne uniforme. Dans un mouvement rectiligne uniforme, la vitesse a la même direction et le même sens que le mouvement et sa valeur reste constante. Donc pour résumer cette loi de Newton, on va prendre l'exemple suivant. Donc voilà, j'ai un solide, eh bien il est soumis au poids et puis à une réaction R. Donc ça c'est pour signifier le centre de gravité. Eh bien la somme des forces extérieures est égale à 0. Donc lorsque j'ai un corps pour lequel la somme des forces extérieures est égale à 0, alors qu'est-ce qu'on peut conclure? Soit il est immobile, soit il est en mouvement rectiligne uniforme. C'est ça la première loi de Newton, ou bien ce qu'on appelle le principe d'inertie. Alors maintenant, ayant introduit les notions de système de mobilité, de mouvement, d'immobilité, de système isolé et de système pseudo-isolé, et la première loi de Newton, eh bien maintenant, on va introduire la notion de référentiel. Alors c'est quoi un référentiel? Un référentiel est un solide, un ensemble de points fixes entre eux. Donc un référentiel, vous pouvez considérer des points, mais la distance ne change pas entre ces points-là. Ça veut dire il est indéformable, par rapport auquel on repère une position en mouvement. Il est composé de... Voilà. Donc voilà un référentiel. C'est un ensemble de points fixes. Par exemple, là vous avez l'origine, puis on considère des points vers lesquels pointent les axes X, Y, Z, et ces points ne bougent pas, de manière à ce que le système global ne soit pas déformable. Et bien il est composé d'une origine, le point O,
qui sert d'origine, bien sûr, d'une base vectorielle EX, EY, EZ, adaptée à la géométrie considérée, donc ça dépend de la géométrie de notre système à étudier, d'une horloge, voilà, qui décompte le temps. Alors quand vous avez cet ensemble-là, eh bien on peut dire que voilà, cet ensemble constitue un référentiel. En général, on prend un solide ou ensemble de solides comme référence pour décrire une position ou un mouvement. Alors ceci dit, on va introduire la notion de référentiel galiléen. On y reviendra à la fin de cette vidéo. Alors, c'est quoi un référentiel galiléen? C'est un référentiel dans lequel un objet isolé, c'est-à-dire sur lequel ne s'applique aucune force, ne s'exerce aucune force, ou pseudo-isolé, c'est-à-dire sur lequel la résultante des forces est nulle, est soit immobile, soit en mouvement de translation rectiligne en forme uniforme par rapport à ce référentiel. Voilà, donc quand on a ces conditions-là, on est dans les conditions d'un référentiel galiléen. Principaux référentiels. Le référentiel terrestre. Eh bien voilà, vous avez la Terre. On peut considérer un référentiel en un point, à n'importe quel point de la Terre, là, considérer un référentiel là. Voilà. On est là, on considère notre référentiel là. Alors c'est un référentiel dans lequel la Terre est immobile. C'est-à-dire on considère que la Terre est immobile. Il est constitué d'un point du sol et de trois axes. Donc voilà un point quelconque du sol, et puis bien sûr trois axes dirigés vers, voilà, deux axes qui constituent le plan horizontal, et puis l'autre qui constitue le plan vertical. Si on est là, la verticale elle est là, si on est là, la verticale elle est là, etc. Donc voilà par exemple là, donc vous voyez la Terre en réel, et puis on a un point quelconque, on considère voilà le voisinage comme étant plan, et on définit notre repère comme ci-contre là. Donc vous avez les deux axes dans le plan horizontal, et puis vous avez l'axe vertical. Il est utilisé généralement quand on travaille sur un référentiel terrestre, c'est pour étudier les mouvements à petite échelle, des objets, des personnes, des animaux, etc., etc. Maintenant, référentiel géocentrique. Eh bien, le référentiel géocentrique, c'est un référentiel qui prend le centre de la Terre, c'est un référentiel dont l'origine O est le centre de masse de la Terre. Voilà. Donc vous avez la Terre, ce qu'on a vu tout à l'heure, le référentiel terrestre, il est là, au n'importe quel point là, et puis vous avez le référentiel, ce qu'on appelle géocentrique, il est là, voilà. C'est un référentiel dont l'origine O est le centre de masse de la Terre. Les trois axes pointent vers des étoiles lointaines, donc les trois axes sont considérés comme étant pointés vers des étoiles lointaines, de telle sorte que de pouvoir les considérer comme étant fixes, c'est-à-dire pour pouvoir considérer le référentiel comme étant un système indéformable. Et bien, des étoiles lointaines comme l'étoile polaire, Beta du Centaure, etc., etc. Il est utilisé, à quoi ça sert, enfin en quoi on utilise ce référentiel géocentrique? Eh bien, il est utilisé pour les mouvements de satellites de la Terre, la Lune, les satellites artificiels, les navettes spatiales, etc., etc. Alors, le géocentrisme, c'est-à-dire considérer le centre de la Terre comme étant le référentiel, comme étant l'origine des référentiels comme étant le centre de la Terre, considérer la Terre comme étant, donc le géocentrisme, considérer la Terre comme étant le centre de l'univers. Ça, c'est ce qui a été utilisé jusqu'au XVe siècle, où il y a une révolution de point de vue mécanique, de point de vue cinématique, et c'est jusqu'au XVe siècle il y a eu ce qu'on appelle la révolution copernicienne, et c'est Copernic qui a tout changé, et on a changé notre idée sur le fait que la Terre est fixe et que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, et on a
À partir de là, on a considéré que c'est plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil et que le Soleil était fixe. Donc c'était jusqu'à la fin du XVe siècle, on a toujours considéré que le géocentrisme était le repérage utilisé. Alors maintenant, référentiel héliocentrique, ou bien ce qu'on appelle référence de Kepler. Alors c'est un référentiel dont l'origine O du repère est le centre de masse du Soleil. Tout à l'heure on a travaillé là. On a dit que là, c'est le référentiel terrestre. Là, c'est le référentiel géocentrique, le centre de la Terre. Maintenant, le référentiel héliocentrique, c'est-à-dire le centre, c'est le centre du Soleil. Les trois axes, de la même façon, pour pouvoir considérer que le référentiel est indéformable, les trois axes pointent vers des étoiles suffisamment éloignées pour être considérées comme immobiles pendant l'étude cinématique. Alors en quoi il est utilisé le référentiel héliocentrique? Ben, là, ça devient très intéressant. Il est utilisé pour l'étude des planètes, du système solaire, etc., etc. Alors le concept d'héliocentrisme, donc on a vu le concept géocentrisme, maintenant le concept héliocentrisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est faire référence au fait que le Soleil est le centre de l'univers. Donc là on va faire juste une petite illustration. Donc vous avez, on a commencé par le référentiel terrestre, là, il est là. Le référentiel géocentrique, c'est le centre de la Terre, et puis le référentiel héliocentrique. Chaque fois, on considère que les axes sont pointés vers des étoiles lointaines, c'est-à-dire le système est indéformable. Alors, donc voilà, pour montrer un exemple là. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que, quand est-ce qu'on peut parler d'un référentiel galiléen? On revient maintenant à la notion de référentiel galiléen. C'est lorsque vous effectuez une expérience, quand vous effectuez votre expérience, votre référentiel se déplace en mouvement rectiligne uniforme. Par exemple, là, quand vous avez là, qu'est-ce qu'on a? La Terre. Si on considère le référentiel héliocentrique, vous avez la Terre qui fait un pseudo-cercle autour du Soleil. Donc, quand vous faites une expérience, par exemple, qui dure plusieurs jours, par exemple, je sais pas moi, de là à là, vous êtes sur la Terre, et bien, lors de votre expérience, votre référentiel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un arc de cercle. Donc, il n'est plus en mouvement rectiligne uniforme. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prétendre à l'hypothèse que vous avez un référentiel galiléen. Donc, on va voir ça en détail, et on va parler du référentiel Copernic, de Copernic. Le référentiel de Copernic a pour origine le centre de masse du système solaire. Donc tout à l'heure on a dit le référentiel héliocentrique, c'est le centre de masse du Soleil. Maintenant, le référentiel de Copernic a pour origine le centre de masse du système solaire, qui n'est pas exactement le centre du Soleil. Mais des fois, on a tendance à considérer, pour simplifier, à considérer que c'est le centre du Soleil. Les axes sont dirigés de la même façon vers des étoiles lointaines, pour pouvoir les considérer comme étant fixes. Alors, il est adapté, à quoi ça sert ce référentiel de Copernic? Il est adapté à l'étude du système solaire et est souvent confondu avec le référentiel héliocentrique, comme on l'a dit par avant. Donc, pour faire un petit résumé de ce qu'on vient de dire, voilà le référentiel. Vous savez, la Terre, il est là. Vous avez le référentiel terrestre là, un point sur la Terre. Vous avez ensuite le centre de la Terre, vous avez le référentiel géocentrique là. Vous avez le Soleil, vous avez le référentiel héliocentrique. En réalité, voilà la Terre, voilà le mouvement de la Terre par rapport au Soleil. Voilà. Donc si vous faites... Maintenant, on va voir les approximations sur la possibilité de considérer votre référentiel dans lequel vous travaillez, est-ce qu'il peut être considéré comme étant galiléen ou non? Prenons cet exemple-là. Donc la Terre, il tourne autour du Soleil, là. Eh bien, il fait le tour complet en 365 jours. Là, supposons que je fais une expérience au laboratoire.
une expérience de mécanique là. Et puis que l'expérience a duré un certain temps, delta t, qui va qui est sur l'orbite qui va de là jusque là. Ça veut dire que la Terre, de là à là, elle s'est déplacée comme celle-là. Ça veut dire que notre repère géocentrique, si on considère le repère géocentrique là, ou bien le repère géocentrique là, de là à là, eh ben, son déplacement est pratiquement une droite. C'est un segment. C'est une approximation. C'est-à-dire que le temps est tellement faible que cette partie peut être considérée comme une partie d'une ligne droite. Et dans ce cas-là, c'est comme si le référentiel se déplace de manière droite, rectiligne, et comme sa vitesse est constante, rectiligne uniforme, ça veut dire qu'on est dans le cas d'un référentiel galiléen. Par contre, si on considère par exemple dans ce cas-là, vous avez ici le départ de notre expérience. Donc, pour revenir là, le delta t, la durée de l'expérience delta t est très petite par rapport à la durée de la révolution t. Donc, et pour justifier ça, c'est qu'on a dit que le trajet là est pratiquement droit. Et pour cela, on peut faire l'approximation que on a travaillé dans des conditions d'un référentiel galiléen. Maintenant, si on fait cette autre expérience qui commence à le début de l'expérience commence là. Et à la fin, il est là. Ça veut dire que, ben là, si vous avez pratiquement, c'est le 1/3 de 365 jours. Là, c'est pratiquement 4 mois. Donc, cette expérience de là à là, on voit bien que lorsque le référentiel se déplace entre là et là, il ne s'est pas déplacé en ligne droite. Le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. On a un arc de cercle. Donc, ça veut dire que dans cette expérience, on ne peut pas prétendre avoir travaillé dans des conditions d'un référentiel galiléen. Donc, le delta t n'est plus très très petite par rapport à la révolution, c'est-à-dire il n'est plus négligeable, il n'est plus très très petite, voilà. Et dans ce cas-là, on ne peut pas dire que c'est référentiel. Donc, on est dans le cas d'un référentiel non galiléen. Et ce qu'on a dit, référentiel galiléen, tout référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport au repère de Copernic est galiléen. Vous avez le repère de Copernic. Et n'importe quel référentiel qui est en mouvement, en translation rectiligne uniforme par rapport au repère de Copernic, il est galiléen. Tout référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen est galiléen. Donc si vous considérez un référentiel galiléen et vous prenez un autre qui est en translation uniforme par rapport à ce référentiel galiléen, alors ce deuxième-là, il est galiléen. Le référentiel associé à un objet qui accélère n'est pas galiléen. Parce que si vous travaillez dans des conditions où vous avez l'objet qui accélère, ça veut dire que la somme des forces, le m gamma n'est pas égal à 0. Elle est différente de 0. Donc ça veut dire qu'on n'est plus dans les conditions d'un référentiel galiléen. Donc l'intérêt d'avoir un référentiel galiléen est de pouvoir appliquer la première et la deuxième loi de Newton et qu'elle soit valide. Donc quand on cherche à travailler dans un référentiel galiléen, ou bien chaque fois qu'on donne un exercice où on veut faire un travail, on dit on suppose qu'on est dans les conditions d'un référentiel galiléen. On le dit pour pouvoir utiliser la première et la deuxième loi de Newton et que vous avez la possibilité de les appliquer. Si le référentiel n'est pas galiléen, vous ne pouvez pas appliquer les deux lois. Donc voilà un exemple là. Vous avez un référentiel de Copernic, donc il est galiléen, et vous avez un deuxième qui se déplace comme ça là, en mouvement rectiligne uniforme, voilà, puisqu'il se déplace en mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire qu'il est galiléen. La même chose là, le repère de Copernic, un repère galiléen, voilà, et puis vous avez l'autre
qui se déplace par un mouvement rectiligne uniforme par rapport au premier. Donc si celui-là est galiléen, ça veut dire le deuxième est galiléen. Voilà, et quand on parle des mouvements, là, ça peut être, c'est quoi là les objets, mouvements, c'est une personne qui se déplace, une voiture, un vélo, etc., etc. Si vous prenez ce cas-là, donc vous avez un repère, un référentiel galiléen, et que le deuxième, il fait, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait une rotation autour du premier. Donc il n'est pas en mouvement rectiligne uniforme. Donc ça veut dire que ce référentiel ne peut pas être galiléen. Voilà. Alors, maintenant, on va revenir rapidement sur l'approximation de considérer le référentiel comme étant galiléen. Donc, mouvement rectiligne uniforme, voilà. Mouvement non rectiligne uniforme, référentiel galiléen, référentiel non galiléen. Voilà. Vous avez l'héliocentrique, le référentiel héliocentrique, ou bien, par approximation, là, c'est le repère de Copernic. Vous avez l'héliocentrique, vous avez le géocentrique, pardon, l'hélion. Voilà, nous avons le référentiel héliocentrique, centre du Soleil. Vous avez le géocentrique, centre de la Terre. Et vous avez le terrestre, voilà, un point sur la Terre. Donc, si on considère le mouvement de la Terre autour du Soleil, si on travaille, on effectue une expérience de laboratoire pendant un certain temps, delta t, si pendant ce temps delta t, la trajectoire de notre la trajectoire de notre référentiel, elle est peut-être considérée comme étant un morceau de ligne droite, eh bien, on est dans les conditions d'un référentiel galiléen. Si, par contre, je suis là, c'est-à-dire que je commence mon expérience là, et je la termine là, et cependant, voilà, pendant ce temps-là, la trajectoire n'est pas approximativement une ligne droite, mais c'est plutôt un arc de cercle. Donc on n'est pas dans les conditions d'un référentiel galiléen. Eh bien, ce qu'on a dit sur cette approximation de la Terre par rapport au Soleil, on peut le dire lorsqu'on est dans le cas d'un référentiel terrestre. Si je suis là, avec mon référentiel là, le référentiel terrestre, il tourne comme ça, parce que la Terre tourne autour d'elle-même. Voilà. Eh bien, si je fais mon expérience pendant un temps court, de telle sorte que le trajet effectué par le référentiel va de là à là, il est pratiquement considéré comme droit, eh bien, on peut dire que on était dans les conditions d'un référentiel galiléen. Par contre, si on a commencé l'expérience de là et qui s'est terminée là, c'est-à-dire que le déplacement du référentiel par rapport au référentiel galiléen n'est pas droit. On a un arc de cercle, donc les conditions de référentiel galiléen ne sont pas réalisées. Alors, étant donné, tout ça, ça revient à quoi? Ça revient à la durée de votre expérience. Si vous avez une durée faible, vous pouvez toujours considérer que, voilà, la durée est faible par rapport à la révolution totale, donc le référentiel est galiléen. Mais si vous avez une durée là de 3 mois, par exemple, 2 mois là, ou même un mois, ça veut dire que la Terre aura fait quand même, aura traversé un arc de cercle. Et on ne peut pas considérer les conditions de référentiel galiléen. Étant donné la durée faible des expériences, en général, les référentiels de la Terre sont considérés comme étant galiléens, car la translation rectiligne uniforme est réalisée. Voilà. Donc, c'est la durée par rapport à tout ce qu'on vient de voir, c'est la durée de votre expérience qui fait que vous pouvez considérer est-ce que votre référentiel est galiléen ou non. C'est la nature du trajet parcouru par le référentiel. Est-ce qu'il a parcouru une partie droite ou bien, voilà, il a entamé une partie arc de cercle, etc., etc. Voilà tout ce qu'on voulait dire sur les référentiels. Alors, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous contacter pour poser des questions, faire des remarques, faire des commentaires, mais aussi, ça nous fera plaisir par la mise de vos likes, de vos abonnements et de vos partages. Merci à la